je suis persuadé, ça c'est une conviction personnelle, à 5 ans, à 10 ans, le Bitcoin vaudra plus d'1 million d'euros. Et donc la vraie question, c'est plutôt combien vaudra l'euro. Bonsoir Éric Larchevêque, vous qui êtes le cofondateur de Ledger. Un entrepreneur et investisseur dont la France peut s'enorgueillir, désormais effectivement bien connu du grand public, qui participe, qui va être mensuel, c'est sur M6. Aujourd'hui, ton argent, tes euros, en fait, tu les possèdes pas. Tant que tout va bien, tout va bien. Mais si un jour, tu as besoin d'accéder à ton pognon, on peut te fermer les portes, le système peut te couper. Je suis pas un investisseur en Bitcoin. Si tu me poses la question à quel prix je vends, je réponds, je ne comprends pas la question. C'est comme si tu as des euros et je te dis à quel prix tu les vends. De quoi tu me parles? Avec les progrès informatiques que l'on a, on va pouvoir casser la cryptographie. Cette menace quantique, elle existe pour tout. C'est pas que Bitcoin qui est menacé. On est en train de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros. Et donc, je vais mettre entre 4 et 6 millions d'euros. C'est important de montrer en fait aux investisseurs que j'ai aussi skin in the game. David Balland, ton associé, s'est fait enlever quand tu as reçu ce coup de fil. Comment ça s'est passé? Quand j'ai reçu un message WhatsApp, en fait, une vidéo qui montrait donc mon associé bâillonné, attaché avec un pistolet sur la tempe. On a reçu ensuite une deuxième vidéo de David se faisant amputer le doigt. Est-ce qu'on peut dire que tu es short du système dans lequel on est finalement? Évidemment, mais ça je le suis depuis longtemps. Il est important que les gens comprennent que le système n'est pas si solide que ça et qu'ils doivent comprendre que toutes les solutions vont venir d'eux-mêmes et pas du système. Mon invité pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Il n'a jamais travaillé dans une banque, jamais mis les pieds sur un trading floor, jamais fait de M&A. Il va même jusqu'à dire que la finance traditionnelle est obsolète. Et pour cause, c'est un fervent défenseur du Bitcoin, un des architectes de la finance décentralisée et le cofondateur de Ledger, une entreprise française valorisée 1,5 milliard d'euros. À 52 ans, beaucoup auraient pris une retraite anticipée. Mais lui a voulu aller au bout de ses convictions. Il a fait le choix de la bourse pour TBSO, sa nouvelle entreprise dans laquelle il engage personnellement plusieurs millions d'euros pour défendre un modèle tourné autour de la résilience. Alors, illusion, ouvrez révolution. Bonjour Éric Larchevêque, bienvenue dans Solide. Merci, bonjour Ziad. J'ai vu pas mal de tes vidéos sur Internet, notamment une où tu faisais une grande masterclass sur le Bitcoin. Ouais, exactement. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous qui ne connaissons pas vraiment qu'est-ce que le Bitcoin. Bien évidemment, on sait que c'est une crypto-monnaie, sûrement la plus connue des crypto-monnaies. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement qu'est-ce que le Bitcoin selon toi? J'ai envie de commencer plutôt de pourquoi le Bitcoin existe. Parce qu'en fait, on me pose souvent la question, vas-y, définir une phrase, c'est très difficile. Par contre, il faut se poser la question de pourquoi il existe. Et ensuite, j'expliquerai ce que c'est. Tu vois, plutôt le faire comme ça. Bitcoin existe parce qu'on a besoin dans un monde où l'argent n'est plus adossé à de la valeur, où il est infini, où il est sur des politiques monétaires qui peuvent complètement dériver, où on a cassé la notion d'argent-valeur pour aller sur l'argent-dette. On avait besoin d'un actif final que l'on peut posséder vraiment et dont la politique monétaire est basée sur des algorithmes mathématiques. En d'autres termes, Bitcoin existe parce qu'on a besoin de pouvoir posséder un actif alternatif qui n'est pas dans le système actuel et qui peut permettre un plan B, c'est-à-dire la possibilité, au même titre que tu peux acheter de l'or physique, d'avoir ça chez toi dans un coffre, de pouvoir posséder quelque chose qui ne dépend pas du système en cas de retournement. Donc, si tu veux, c'est ça. À la base, c'est né en 2008, juste après la crise mondiale financière. Et ça a été créé un peu en réponse pour dire, OK, on a besoin de créer un actif monétaire différent. Donc, Bitcoin, qu'est-ce que c'est très concrètement? C'est une monnaie, un actif monétaire qui est basé sur des algorithmes mathématiques qui existent de façon décentralisée et qui permet à tout à chacun dans le monde entier d'échanger des tokens qu'on appelle Bitcoin sans permission, sans tiers de confiance, sans aucune forme de censure et de la façon la plus libre possible et avec une possession matérielle réelle de ces tokens. Parce qu'aujourd'hui, ton argent, tes euros, en fait, tu ne les possèdes pas. Tu vois, tu as une créance. Tant que tout va bien. Mais si un jour, tu as besoin d'accéder à ton pognon, qu'il y a un problème, on peut te fermer les portes, le système peut te couper. Là, tu te rends compte que finalement, tout ça, c'est juste une illusion. Alors que quand tu possèdes du Bitcoin, et c'est la même chose pour de l'or physique, tu le possèdes vraiment. Tu peux l'avoir avec toi, partir avec, changer de pays. Tu ne demandes la permission à personne. Et en plus, il est basé sur une politique monétaire déflationniste, c'est-à-dire qu'il n'y aura que 21 millions de Bitcoin. Et contrairement à toutes les autres politiques monétaires, eh bien, ce sont des promesses qui seront tenues, qui ne seront pas changées. Et ça, c'est vraiment
une évolution majeure dans la constitution d'un actif. Merci, tu as dit énormément de choses. On va revenir sur pas J'ai mal dit de beaucoup de choses, mais on va revenir sur pas mal de ces éléments. Mais avant, moi, il y avait quelque chose qui m'a un peu étonné quand je me suis intéressé à ton profil pour cette interview. J'ai vu que Challenge avait fait un classement. Tu avais été parmi les plus grosses fortunes de France avec plus de 300 millions d'euros. fortune professionnelle, oui. Fortune professionnelle, bien évidemment. Et ce qui m'a étonné, c'est que tu avais pris le contre-pied en fait, de la finance traditionnelle, où en fait, on explique qu'un patrimoine, on doit le diversifier, on doit avoir plusieurs actifs, décorrélés les uns des autres, pour justement préserver ce patrimoine. Ouais. Ça a d'ailleurs été théorisé par Harry Markowitz, récompensé par un prix Nobel. Et toi, pour le coup, tu affirmes avoir 100% de tes liquidités en Bitcoin. Oui. C'est quelque chose qui m'a interpellé et j'aurais aimé savoir pourquoi ce choix-là. Est-ce que c'est vraiment le cas? Est-ce que tu as vraiment 100% de tes liquidités en Bitcoin? Ou alors c'est plutôt un message que tu veux envoyer, ou les deux? Alors, c'est vraiment le cas. Alors, c'est pas 100%, c'est peut-être 98%, mais bon, ça change pas grand-chose parce qu'évidemment que j'ai des comptes en euros pour vivre tous les jours. Mais l'essentiel de mes liquidités, enfin l'écrasante majorité de mes liquidités, est en Bitcoin. Et donc, je ne suis absolument pas diversifié, d'autant plus que ma fortune professionnelle est en grande partie constituée sur ce que je possède chez Ledger, qui est dans les cryptos, chez CoinHouse, qui est dans les cryptos. Donc, bref, je suis exposé à mort sur les cryptos et plus particulièrement le Bitcoin. Donc déjà, je tiens à préciser quelque chose, ce n'est absolument pas un conseil. Je ne dis à personne, et je le répète souvent, si moi je le fais, ce n'est pas pour que les autres le fassent. Tu as raison, la base, c'est la diversification. Et donc, en gros, c'est faites pas ce que je dis, écoutez les prix Nobel. Maintenant, pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis comme ça? C'est parce que mon histoire, elle est particulière. Mes convictions sont aussi très particulières. Je vais répondre rapidement. J'ai eu plusieurs histoires dans ma vie où j'ai perdu l'accès à mes fonds, à mes euros, parce que les banques ont coupé l'accès, parce que j'ai compris que l'argent ne m'appartenait pas. Tu vois, en fait, tout ce que tu as, c'est une créance. Et donc, le jour où la banque te dit bah non, vous ne pouvez pas accéder à vos fonds pour X, Y, Z raison, là, tu comprends que tout est basé sur un système qui a la possibilité, au moment où il le souhaite, d'appuyer sur un bouton et de t'éjecter. Voilà. D'autre part, l'euro, le fiat, est basé sur une inflation constante. On est sur un système en fait basé sur la dette qui, pour moi, va s'effondrer. Et j'ai toujours eu cette conviction que de garder ces fonds en euros, basés sur l'euro à un point de vue général, pas que l'argent liquide, mais aussi tout le reste, était extrêmement dangereux. Et quand j'ai commencé à gagner de l'argent, je n'arrivais pas à dormir la nuit en me disant que j'avais tout sur des fonds euros, des zones euros, des actions euros, que tout ça me semblait extrêmement dangereux. Je sais à quel point c'est difficile de pouvoir gagner de l'argent. C'est très très dur. Et donc j'ai besoin de le protéger dans le futur. Et lorsque j'ai croisé la route du Bitcoin, j'ai eu cette conviction que j'ai construite sur quelques mois, ça ne s'est pas fait en 2 secondes, que Bitcoin était le meilleur récipient pour pouvoir protéger, envoyer mon argent dans le futur. Et donc, petit à petit, j'ai absolument tout converti en Bitcoin. J'ai commencé à faire ça en 2014, à une époque où, évidemment, le prix était bas. Et quand il a fait x100, x1000, forcément, ça a écrasé tout le reste. Tu vois, donc, c'est aussi mécanique sur le fait que mes liquidités sont majoritairement en Bitcoin. Cependant, lorsque j'ai des liquidités, que je les reçois parce que je vais vendre des actions d'entreprises que je possède, etc., je vais les mettre en Bitcoin. C'est-à-dire que j'achète régulièrement du Bitcoin, je garde des liquidités sur mes holdings en euros parce que je fais d'autres investissements et notamment j'investis dans mes propres business. Donc j'ai aussi besoin d'avoir ces liquidités pour ça. Mais j'achète pas d'immobilier, j'achète pas d'actions, j'achète pas d'autres choses. J'ai évidemment quelques diversifications sur quelques sujets que je trouve rigolos. Dans, je sais pas, ça peut être des cartes Pokémon, ça peut être investir dans les catalogues musicaux, investir bien sûr dans le private equity, okay, mais ça représente en tout cas un petit pourcentage, puis de toute façon, c'est pas liquide. Et donc, c'est vraiment cette conviction qui fait que la nuit, si je veux bien dormir, le fait de tout savoir que c'est en Bitcoin, bien, c'est parfait. Et ça, c'est aussi associé à une vision très long terme. Parce qu'évidemment, je sais que le Bitcoin, ça monte, ça descend, que ma fortune personnelle peut avoir des hauts et des bas extrêmes chaque jour. Cependant, moi, ça ne m'affecte absolument pas parce que je suis persuadé, ça c'est une conviction personnelle, que
À 5 ans, à 10 ans, le Bitcoin vaudra plus d'1 million d'euros. Et donc la vraie question, c'est plutôt combien vaudra l'euro ou le dollar, et que ce choix-là est le plus pertinent. Tout autre choix, pour moi, serait une erreur d'allocation, mais ceci est le résultat en fait d'une conviction personnelle forte. D'accord. Alors, je vais rebondir sur le fait de ne pas dormir la nuit en possédant typiquement de l'euro ou du dollar. Tu disais que les fluctuations du Bitcoin ne t'affectaient pas personnellement, c'est-à-dire que quand tu vois par exemple un Bitcoin qui fait moins 40%, ça ne t'affecte pas? Tu ne te dis pas j'ai perdu 40% finalement de mon patrimoine? Non, parce que le nombre de Bitcoins reste le même. Après évidemment, si en une journée, ça ne perd pas 40% en une journée, mais si en un mois, 2 mois, ça perd 40%, non, ça ne m'affecte pas. Okay. Parce que je sais que dans 18 mois, dans 24 mois, dans 5 ans, dans 10 ans, j'aurai raison. Et c'est de l'argent dont je n'ai pas besoin tout de suite, attention. Oui, surtout, oui. Évidemment. Oui, évidemment, on le rappelle. C'est de l'argent pour plus tard. Ouais, c'est ça. Et donc, est-ce que cette posture, c'est une posture d'investisseur? Est-ce que tu as une posture d'investisseur ou est-ce que c'est vraiment une posture de croyant, de conviction sur je pense réellement que le Bitcoin va monter, puisque en fait, ta posture, j'ai l'impression quand je t'écoute que tu as une info qu'on n'a pas finalement. Une information qui fait que le Bitcoin va augmenter, on est sûr qu'il augmente, et en fait cette posture-là, elle va à contre-pied justement de tous les investisseurs qu'on peut trouver ou qu'on peut croiser. Alors je pense que tous les investisseurs ne pensent pas que le Bitcoin ne vaut rien ou qu'il ne montera pas, que ce soit qu'il y ait une forte volatilité bien sûr. Cependant, moi je n'ai pas d'informations supplémentaires que le marché n'a pas. Ce que j'ai, en fait, c'est une conviction très forte. Et donc, je ne suis pas sûr à 100%. Je ne dis pas que, quoi qu'il arrive, je sais, je suis certain. Non, peut-être que je me trompe. Et ça, je l'accepte. Cependant, je ne suis pas un investisseur en Bitcoin parce que, si tu me poses la question à quel prix je vends, je te réponds, je ne comprends pas la question. Parce que pour moi, le Bitcoin, ce n'est pas un investissement. Tu vois, c'est un aboutissement. Tu vois, c'est comme si tu as des euros et je te dis à quel prix tu les vends. Tu vois, tu te dis, attends, de quoi tu me parles? Tu vois. Donc moi, ce qui m'intéresse, ce qui compte, c'est que ma base monétaire, elle est en Bitcoin. Okay, et donc, j'ai des Bitcoins. Et après, est-ce que ça vaut en euros? Bon, peu importe. Okay. Ouais, évidemment, plus ça vaut cher, je veux dire, mieux c'est d'un point de vue pouvoir d'achat. Mais ça ne va... Si un jour, ça vaut 1 million d'euros, est-ce que je les vends? Non. Parce que je vends, j'ai plein d'euros. Qu'est-ce que j'en fais? J'en sais rien. Peut-être que j'ai un projet, admettons. Mais après, je me dis, il faut que je les garde, cet argent. Tu vois. Et donc, bref, je vais revenir en Bitcoin. Donc, ça n'a aucun sens. OK. Tu as dit avoir croisé la route du Bitcoin en 2013, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, à peu près. Donc ça fait quoi? Ça fait 13 ans. Ouais. 13 ans que tu as rencontré le Bitcoin, tu t'es forgé des convictions au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a des moments où tu as douté sur ce qu'était le Bitcoin, surtout au début? Et quels étaient ces doutes-là, si tu en as eu? Alors au début, bien sûr que j'ai douté. La première fois que j'ai regardé Bitcoin, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette arnaque? Un espèce d'argent d'Internet magique. J'ai posé toutes les questions que tout le monde pose en disant « et si ceci, et si cela, et si on fait ça ?» Et en fait, au bout d'un certain nombre de semaines, de mois, ça n'a pas été instantané, j'ai vraiment fini par comprendre ce que ça représentait. Et là, c'était une vraie révélation parce que c'était l'épitome de finalement tout ce que j'avais recherché toute ma vie, à savoir un actif différent, avec une forte souveraineté personnelle, un actif final qui résout toutes les problématiques de dette, d'inflation. Et donc, cette conviction, elle s'est ensuite forgée. Et petit à petit, j'ai converti tout ce que j'avais en Bitcoin. C'est-à-dire que j'ai cassé mes assurances vie, j'ai vendu, j'ai dit à ma banque, vous me mettez tout en cash, j'achète du Bitcoin. Donc, ils étaient assez étonnés, évidemment. Mais bon, voilà, il n'y avait pas d'autre choix. Enfin, ça n'a pas été simple. Mais, donc oui, j'ai eu cette conviction et maintenant, ça fait longtemps que je l'ai. Et je n'ai depuis jamais douté. Je me rappelle même qu'en 2020, janvier-février 2020, en pleine crise du Covid, au début, le Bitcoin s'est mis à chuter. Tout chutait, mais le Bitcoin aussi s'est mis à chuter. Il est descendu jusqu'à 4000 $, je crois, donc extrêmement bas. Et je le voyais descendre. Là, en fait, je me suis dit, en fait, je n'ai pas douté. Je me suis dit, je me suis trompé. Tu vois, ce qui n'est pas la même chose. Okay. Tu vois, je me suis dit, je comprends pas pourquoi ça chute, ça devrait être l'inverse. Je me suis trompé, je me suis trompé. Et donc, je me suis dit, c'est pas grave. Et après, je suis allé voir une série Netflix, parce que je suis passé à autre chose, et il s'avère, finalement, c'est remonté. Je me dis, finalement, je ne me suis pas trompé, et parce que ça ne m'affecte pas, en fait. Parce qu'il y a quand même quelque chose, mais ça, c'est tous les entrepreneurs te le diront. Pourquoi est-ce que les entrepreneurs, en fait, ils n'ont pas peur du risque, ils s'en fichent
Tu vois, ils disent, bon, si je perds tout, c'est pas grave finalement. Parce que, en fait, on a cette conviction que quoi qu'il arrive, on sera capable de reconstruire de la valeur et donc de gagner de l'argent. Tu vois, et donc à partir du moment où tu sais faire de l'argent, en fait, c'est ça la richesse. Tu vois, c'est pas avoir de l'argent, c'est savoir comment en faire. Comment en créer. Et comment en créer exactement. Et donc, si tu es prêt à tout perdre et que tu t'en fiches, tu es beaucoup plus relax. Ça explique peut-être aussi pourquoi je dors la nuit. Et donc, tout ça combiné font que cette situation est très personnelle et que si tu la transfères à quelqu'un d'autre qui se dirait tiens, je vais faire comme Eric, je ne sais pas trop pourquoi, mais il a l'air d'avoir raison, donc j'y vais, dès que le Bitcoin va perdre 15% en 24 heures, la personne va craquer, tout vendre et partir en cacahuète. Donc, Exactement. ça ne marchera pas. Donc, ça ne peut pas marcher. C'est très particulier. C'est vraiment spécifique à tes à moi, à mes convictions, à ta convictions. personne. Exactement. Donc ça, c'était important de... C'est pour ça que je le dis toujours, et ce n'est pas du tout un conseil, une recommandation. Surtout, ne faites pas comme moi, les amis. Et donc, si on continue... Alors, moi, j'étais en salle des marchés, j'ai rencontré plusieurs personnes, et c'est vrai que dans les professionnels en salle des marchés, tu as deux types de personnes. Tu as les personnes qui croient au Bitcoin, qui te disent que, typiquement, il y a une valeur, c'est décorrélé au système qu'on connaît, et donc potentiellement, ça peut avoir de la valeur. Et puis, d'autres personnes qui te disent qu'en fait, intrinsèquement, le Bitcoin va aller à zéro. Ouais. Et en fait, les personnes me sortaient un argument que je vais te donner, c'est avec les progrès informatiques que l'on a, dans pas longtemps, on va pouvoir casser la cryptographie, qui est en fait l'élément central du Bitcoin. Et donc, l'idée, moi je te la pose, c'est que si demain on a des ordinateurs qui sont assez puissants... Des ordinateurs quantiques. Des ordinateurs quantiques, des ordinateurs assez puissants pour venir décoder le Bitcoin, eh bien là, on n'a plus du tout ce que tu décrivais auparavant, c'est-à-dire une monnaie qui nous protège. Et donc, à ce moment-là, le Bitcoin est certain d'aller à zéro. Donc, qu'est-ce que tu réponds à ce genre de personnes ? Alors, c'est un argument qui est effectivement intéressant et valable, qui est celui de l'informatique quantique, qui va casser ce qu'on appelle la cryptographie asymétrique. En ayant des puissances de calcul suffisamment fortes, on peut factoriser en nombre premier des nombres très, très importants de façon extrêmement rapide, quasiment instantanée. Alors déjà, pour réussir à faire ça, et pour réussir à le faire dans l'environnement qui est celui de Bitcoin, ou de la cryptographie asymétrique, elliptique, assez complexe, il faut arriver à une puissance d'informatique quantique qui est de l'ordre du million de qubits. Okay, c'est juste une unité de grandeur. Aujourd'hui, on est million de qubits stabilisés. Aujourd'hui, je pense qu'on est entre 100 et 1000, d'accord ? Donc, il faut qu'on ait 3 ordres de grandeur qui arrivent pour vraiment casser toute la cryptographie. Alors, est-ce que ça va mettre 50, 30 ans ? On ne sait pas, mais on peut partir du principe, surtout avec l'IA qui permet d'accélérer, que ça va arriver un jour. Donc, admettons, tu vois, c'est un risque qui est pour l'instant théorique, ce n'est pas demain, mais c'est tout à fait possible. Cependant, lorsque ce danger se matérialise, et admettons qu'il se matérialise, et c'est vrai qu'il se matérialise, il est tout à fait possible de faire évoluer le protocole. Au même titre que cette menace quantique, elle existe absolument pour tout. Les communications, la sécurité, tout le système financier actuel, les cartes de crédit, les paiements, tout est basé sur le même principe. Donc je dirais, ce n'est pas que Bitcoin qui est menacé, c'est absolument tout. Donc il existe un certain nombre de consortiums qui font évoluer vers ce qu'on appelle des algorithmes post-quantiques. Il existe de la cryptographie qui résiste à la menace quantique. Parce que sinon, on serait foutu. Parce que le Bitcoin, c'est un épiphénomène dans cet environnement. D'accord ? Et donc on peut le faire évoluer, et on le fera évoluer, et donc ça n'ira pas à zéro, puisqu'on sera capable de corriger le problème avant qu'il arrive. C'est un peu comme le bug de l'an 2000, tu vois. Ouais, mais en fait, ça pose la question en fait, de la gouvernance du Bitcoin. Oui, parce qu'un État ou des banques, en fait, ils vont pouvoir mettre en place justement cette transition, adapter leur système pour aller sur des systèmes qui ne sont pas craquables ou attaquables. Oui, bien sûr. Et donc, on voit en fait avec le Bitcoin... Il est décentralisé, il y a une forme de gouvernance complexe, très complexe, mais qui existe quand même. Et donc, aujourd'hui, on face à une menace, on va dire, existentielle, puisqu'on peut partir du principe que la menace quantique est une menace existentielle pour le Bitcoin, il y aura forcément une réponse. C'est-à-dire, il y a quand même des trillions, trilliards d'argent en jeu. Et ce n'est pas comme si on ignorait ce sujet. Il y a déjà des discussions, mais tu as raison, tu mets un point important qui est il faut que tout le monde se mette d'accord sur le fait de faire évoluer le protocole
Et la question, ça va être, alors quel algorithme on va prendre? Tout le monde va s'écharper. C'est ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va, à un moment, y avoir, parce qu'en fait, le marché, d'un point de vue général, est quand même assez efficient, on va arriver vers une espèce de consensus, d'accord? Et le risque qui va se passer, c'est un peu comme il y a eu, je ne vais pas rentrer là-dedans, mais là, à un moment, la guerre en fait, de la taille des blocs pour savoir est-ce que Bitcoin doit être scalable ou pas scalable, en fait, il peut y avoir ce qu'on appelle des forks. Aujourd'hui, il existe Bitcoin et Bitcoin Cash. C'est-à-dire qu'à un moment, si la communauté n'est pas d'accord, on va dire, il y a ceux qui veulent l'algorithme A et ceux qui veulent l'algorithme B, et bien à un moment, il va y avoir en fait une fourche de Bitcoin, il y aura un peu deux Bitcoins, et ensuite le marché va décider. Et après, peut-être qu'il restera un autre Bitcoin bidule que le marché garde à 5-10% de valeur, et un autre qui prendra la majorité de la valeur et qui deviendra à nouveau le Bitcoin principal. Ça, on l'a déjà vécu. Et donc, c'est exactement ce qui va se passer. C'est difficile de prévoir exactement comment. Bien sûr. Mais le protocole, en fait, et la gouvernance n'empêchent pas les mises à jour. À un moment, ça va, il y aura un consensus forcément. Et par exemple, le créateur du Bitcoin, Satoshi Nakamoto, oui. voilà, a 1,1 million de Bitcoin dormants. Oui. Et dans les risques d'attaque, en fait, c'est l'un des premiers concernés parce qu'on pense qu'il est mort ou qu'il a probablement disparu. Voilà, qu'il a probablement disparu. Et ces coins, en fait, pourraient être remis en circulation. Et donc, ça représente, je crois, 10% du ça. total global. Et donc, ouais. en fait, si on arrive à prendre ces bitcoins, ça crée quand même un gros impact sur toute la chaîne du Bitcoin. Alors, il y a une question philosophique qui est de savoir que lorsqu'on va faire cette mise à jour du protocole, est-ce qu'on détruit les bitcoins de Satoshi? Ça va à l'encontre, en fait, du Bitcoin, de la philosophie du Bitcoin. En fait, qu'est-ce que le marché va décider en fait? C'est ça. En fait, il n'y a pas d'encontre. C'est le marché qui décide ce qu'est Bitcoin. Bitcoin, est-ce qu'on décide qu'il est? Alors, je me permets une petite question bête. Comment on décide? Comment le marché décide? Est-ce que c'est tous les détenteurs de Bitcoin qui votent? C'est comment ça se passe? Non, en fait, c'est ceux... Alors, c'est assez complexe. C'est un mélange entre ceux qui font le mining, ceux qui écrivent les protocoles et qui vont... Enfin, les implémentations du protocole et qui vont proposer des implémentations de nœuds Bitcoin. Il y a ceux qui possèdent les nœuds Bitcoin qui permettent de faire les relais. Il y a ensuite tout l'écosystème autour, les wallets, les places de marché qui vont dire non, mais moi, je reconnais ce Bitcoin ou pas. Et puis ensuite, derrière le marché, ceux qui vont acheter, vendre des Bitcoins en disant mais moi, j'achète celui-là ou j'achète celui-là. Donc, c'est des mécaniques assez complexes qui sont chaotiques, qui sont difficiles à prévoir et à prédire, mais qui à un moment finissent par converger. On a déjà vu ça dans le passé. Donc, je ne dis pas que ça va être simple, je ne dis pas que ça va se faire comme ça, mais en aucune manière... c'est en fait le mur avec en mode, ça y est, on est fichu. Donc, il va falloir un moment que le marché converge, mais le marché, en général, il est efficient et il finit toujours par converger parce que derrière, en fait, il y a quand même des intérêts assez importants. Et donc, comment est-ce que ça va se résorber, se réaliser aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est sûr qu'il va se passer quelque chose et qu'il y aura une solution qui sera mise en place. Très bien. Et lorsqu'on voit justement tous les exchanges de crypto-monnaies, qui commence, par rapport justement à la législation, à demander des cartes d'identité pour qu'on puisse s'identifier, etc. Ça fait longtemps, ça, oui. Est-ce que ça, par exemple, le fait de posséder justement des bitcoins ou de la crypto sur ces plateformes-là, ça ne va pas aussi à l'encontre de l'anonymat total qu'on a en tête lorsqu'on possède des cryptos? Alors, tout dépend pourquoi on les possède. Aujourd'hui, l'anonymat n'existe pas vraiment, c'est du pseudo-anonymat, puisqu'il y a une traçabilité assez forte sur la blockchain. Et donc, on est capable d'inférer beaucoup d'informations. Donc, si tu payes quelqu'un, on peut à la limite savoir quel est le montant de tes bitcoins total, si tu n'as pas fait attention avant. Donc, là, en fait, tu as plusieurs questions. Déjà, tu peux très bien acheter des bitcoins sur une place de marché. Et donc, effectivement, dans l'univers actuel financier, tu es obligé de passer par du KYC, c'est reconnaissance client, AML, lutte contre le financement du terrorisme, etc. Parce que toutes les places de marché sont régulées dans le monde. Mais ensuite, tu peux récupérer ces bitcoins et puis les posséder toi-même. C'est pour ça que Ledger a fait ce qu'on appelle des coffres-forts pour cryptoactifs, pour les garder. C'est une manière de les posséder soi-même. Mais ensuite, quand tu vas vouloir les revendre et les remettre sur le marché, tu devras t'identifier auprès de la place de marché. Donc, Bitcoin n'est pas du tout un outil, on va dire, d'anonymat. Okay, c'est un outil de liberté. Ce n'est pas exactement la même chose. Le Bitcoin te permet de... C'est un peu comme si tu possédais des lingotins d'or ou des lingots d'or chez toi. Tu
tu vois. Ça te permet de posséder un actif final que tu transportes toi-même, avec l'or à ses limites, on va dire. Si tu passes la douane avec 30 kilos d'or, tu vas avoir quelques petits problèmes. Le Bitcoin est beaucoup plus simple de ce côté-là. Mais à un moment, quand tu vas devoir vendre ton or, tu vas avoir un problème de te confronter au marché financier dans le pays où tu es. Tu vois, on va dire d'où ça vient, identifie-toi, etc. Donc le Bitcoin n'y échappe pas. Ce qu'apporte le Bitcoin, c'est cette capacité de posséder quelque chose et qui peut venir avec toi. Si demain, il y a une révolution, que le système s'effondre, moi j'estime que j'ai un plan B. Je peux partir du jour au lendemain avec mes bitcoins, aller n'importe où sur la planète et pouvoir les utiliser. Après, je fais mon affaire localement, du KYC, etc. Alors que si j'ai un compte en banque, tu vois, évidemment qu'il y aura un contrôle des capitaux, je ne pourrais pas sortir, je ne pourrais pas faire de virement. Là, je parle vraiment d'un effondrement, tu vois, d'un élément en fait grave, majeur. Et après, c'est un choix de penser que ça peut arriver ou pas. Mais c'est ça ce que ça apporte, cette liberté. Alors, tu parlais justement de pouvoir utiliser les bitcoins si jamais il se passe quelque chose dans le monde. Et je vais rebondir aussi sur une chose que tu as dite juste avant, qui est le fait que les systèmes monétaires sont fragiles. C'est-à-dire qu'on peut avoir de la fragilité, que ce soit dans l'euro ou le dollar. Le dollar, oui. Mais par exemple, si on prend un horizon de temps assez long, par exemple la livre sterling, ça fait quasiment 1000 ans que ça existe, la livre sterling. Ça a traversé beaucoup de crises, beaucoup d'épreuves. Et donc, quand on regarde, quand on backteste, même l'euro, finalement, l'euro, ça fait 30 ans que ça existe, l'euro, approximativement. Et tandis que le Bitcoin, c'est depuis 2008. Oui. Donc, je dirais que le Bitcoin, dans la frise chronologique, c'est ce qu'il y a de plus récent. Oui. Et donc, quand j'entends, par exemple, qu'on peut utiliser le Bitcoin, encore faut-il qu'on puisse accepter le Bitcoin comme monnaie d'échange. Et en fait, je dirais qu'il est là, le risque. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais si tu vas, par exemple, dans une île et que c'est en monnaie locale, le mec va te dire, en fait, le Bitcoin, j'en veux pas, potentiellement. Donc, c'est vrai que tu peux avoir énormément d'argent, en tout cas de valeur, sur le Bitcoin, sur, par exemple, une clé Ledger, mais si demain, tu ne peux pas l'échanger contre quelque chose, ça perd de sa valeur. Alors, aujourd'hui, effectivement, c'est un point qui est intéressant. Le Bitcoin, en fait, est utilisé par personne. Tu vois, en tant que monnaie d'échange, personne n'achète sa baguette de pain en Bitcoin, tout le monde s'en fout. Parce que, en fait, le Bitcoin ne résout pas le problème de comment je peux faire pour acheter ma baguette de pain comme ça, avec aujourd'hui les téléphones, Google Pay, Apple Pay, les visas, ça marche très bien, Mastercard. Donc, c'est pour ça que personne n'utilise le Bitcoin au jour le jour. Maintenant, si je vais sur une île déserte, là, tu prends un cas extrême, qui serait complètement décorrélé en fait du monde, ça veut dire j'arrive avec des euros, c'est pareil, tu vois. Il faudrait trouver un exemple d'un pays qui a un système financier ouvert, tu vois, qui accepte les euros ou les dollars, mais qui n'accepterait pas le Bitcoin. Ça voudrait dire que ce pays a une loi qui empêche en fait la mise en place d'un échange avec les Bitcoins. Et là, évidemment qu'il y a des pays comme ça. Tu as des pays démocrates comme la Corée du Nord, l'Afghanistan, l'Algérie, qui refusent le Bitcoin parce qu'ils voient ça comme une menace pour leur gouvernement et leur monnaie. Mais partout ailleurs, en fait, c'est la loi du marché. Tu vois, donc, il n'y a aucun endroit où le Bitcoin ne sera pas utilisé. Donc, que les habitants eux-mêmes ne l'utilisent pas et ne comprennent pas, il n'y a pas de problème. Et le but, ce n'est pas d'arriver et dire « prends mon Bitcoin », c'est de trouver en fait un intermédiaire financier qui va t'échanger tes Bitcoins contre la monnaie locale. Et ça, de toute façon, de deux choses l'une. Soit le Bitcoin n'a aucune utilité, ça ne sert à rien. Et auquel cas, oui, ça va aller vers zéro parce qu'en fait, c'est exactement ce qui va se passer. Les gens vont dire à quoi ça sert qu'on s'embête à créer une place de marché Bitcoin dans tel ou tel pays. Soit ça continue d'avoir une utilité. Cette utilité, c'est quoi? C'est la capacité de pouvoir posséder un actif final, résilient, souverain, tu vois, et que dans un monde avec des externalités de plus en plus complexes, on se dit finalement, c'est pas débile de se dire qu'un jour, il y aura un gros problème, tu vois, et que de faire confiance aveuglément au système, c'est peut-être pas la meilleure approche, tu vois, et que donc avoir un plan B, c'est une bonne idée. Tant qu'on aura cette impression, et je pense qu'on va dans un monde qui est de plus en plus, qui va nous challenger de plus en plus par rapport à nos idées de dire que tout va bien, tout est rose, eh bien le Bitcoin va prendre de plus en plus d'importance, tu vois. Et donc, je pense qu'on va plutôt vers un monde où l'acceptabilité du Bitcoin va se développer et que donc la valeur du Bitcoin va se développer.
on a parlé du Bitcoin, mais tu es aussi et surtout connu pour être un entrepreneur à succès. En tout cas, Pour le moment. en tout cas, non, mais en France, Oui, en France, on a oui. beaucoup cette image, notamment avec cette émission qui veut être mon associé. Oui. Alors, lors de cette émission, vous accueillez des entrepreneurs Oui. et vous jugez ou non si vous allez justement investir de l'argent, Notre argent. votre argent, Oui. bien évidemment, sur le projet que proposent ces entrepreneurs. Oui. Elle est très intéressante, cette émission, puisque ça nécessite de pouvoir juger un entrepreneur en 1 minute, 2 minutes, 3 minutes de speech avec les questions derrière, donc disons 10 minutes. Est-ce que Plutôt 40 minutes dans la vraie vie. 40 minutes dans la vraie vie? Oui. D'accord. Donc moi, je vais raccourcir cette durée. Est-ce que aujourd'hui, tu penses être capable de juger à 90%, hein, je ne dis pas avoir la vérité absolue, mais quand tu rencontres quelqu'un, de savoir si oui ou non, potentiellement, c'est un bon ou mauvais entrepreneur? Ouais. Assez rapidement? Assez rapidement, parce que en fait, quand tu as vu des centaines, voire des milliers en fait, de pitchs d'entrepreneurs qui t'expliquent les choses, tu finis par développer ce qu'on appelle de l'expérience, tu vois, qui va être un mélange entre une analyse des chiffres, de ce qui est dit, des signaux faibles, un petit peu d'intuition, tu vois. Donc, il n'y a pas forcément une recette magique que tu pourrais donner à un LLM avec une IA qui va te dire vert ou rouge. Et donc, on applique forcément quelque chose de subjectif et de personnel, et donc on n'aura pas tous la même réponse. Mais oui, bien sûr, je pense qu'en quelques minutes, je peux être capable d'évaluer et de me dire, OK, là, il y a quelque chose à creuser, ou alors non. Et ça, attention, c'est surtout pour des entrepreneurs qui vont travailler sur des projets en ce qu'on appelle en early stage, au début. Si on va me parler d'un projet, ça fait 10 ans qu'il existe, et qu'il y a des bilans, des machins, on ne peut pas appliquer le même type de grille de lecture, parce que là, il faut vraiment se plonger dans les chiffres. Ouais. Voilà, donc il ne faut pas comparer ce qui n'est pas comparable. Mais Oui, c'est vrai qu'on rappelle qui va être mon associé, c'est vraiment au early début. stage. Ouais, c'est Early tout stage, début. tout à fait. Et donc là, la personnalité et les caractéristiques, qualités et défauts de l'entrepreneur ont une importance majeure, parce qu'à la limite, on peut même penser que le business, il peut évoluer dans tous les sens. De toute façon, rien ne va se passer comme prévu. Donc c'est plutôt comment l'entrepreneur lui-même va être capable de répondre à tous les challenges qui vont arriver. Et ça, c'est un peu une analyse de l'humain, on va dire, et on finit forcément par développer un certain nombre de tels, comme on dit, Ouais, exactement, au poker, c'est quoi. ça. Et c'est vrai que donc, j'ai pas mal joué au poker pendant quelques années, un peu en semi-pro. Et le poker m'a beaucoup aidé là-dessus, en fait. Pour deviner si, justement, la personne... Enfin, des indications... Parce que Ouais. le poker, c'est beaucoup analyser En peut-être poker, potentiellement des indications physiques, c'est raconter une histoire. raconter une Tu histoire. racontes voilà. une histoire quand Et tu joues est-ce au poker. qu'on y croit ou pas? Exactement. Ok. Avec les cartes, avec les tels physiques, avec les mises. Enfin bref, on te raconte une histoire et tu écoutes l'histoire. Est-ce que tu achètes l'histoire ou pas, tu vois? C'est vrai. Et donc, tu finis par développer une sorte d'analyse de signaux faibles, un espèce de regard un petit peu global qui n'est pas forcément explicable de manière analytique précise, mais qui te donne une impression, une photographie qui va t'emmener dans un sens ou dans l'autre. Et donc, ensuite, couplé à l'expérience d'avoir écouté des centaines et des centaines d'entrepreneurs et d'avoir vu ensuite le résultat, tu vois, plus 2 ans, plus 3 ans, tu finis par avoir une boucle de retour qui vient te renforcer sur des points précis. Ça vient alimenter ta réflexion. Oui, finalement. exactement. Et donc, alors ça ne veut pas dire que c'est facile, ça ne veut pas dire que des fois, tout de suite, au bout de 2 minutes, on sait si la personne, on va investir ou pas. Il y a des fois où même dans l'émission, parce que le but du jeu, parce que c'est quand même un environnement spécifique, c'est de se positionner assez rapidement sur est-ce qu'on investit ou pas, et on investit vraiment notre argent. Donc c'est une vraie décision, ce n'est pas gratuit de le dire. Des fois, je commence à dire, faire un retour, et je ne sais pas comment je vais terminer. Tu vois, donc des fois, on est vraiment... à la limite, et ça va être un petit je ne sais quoi qui va déclencher dans un sens ou dans l'autre la décision. Alors, toi qui as vu énormément d'entrepreneurs, qui as investi dans des entrepreneurs, qui est toi-même entrepreneur, selon toi, c'est quoi le red flag, c'est-à-dire la chose qui te fait ne pas y aller? Il y a un red flag absolu. C'est un entrepreneur en fait qui n'écoute pas. Okay. C'est-à-dire un entrepreneur qui va être sur la défensive, qui va potentiellement un petit peu s'énerver lorsqu'on va le challenger, qui va en fait faire barrage, parce que pour réussir en tant qu'entrepreneur, tu as besoin d'avoir évidemment un ego fort, parce que si tu n'as pas un ego surdimensionné qui ne passe pas les portes, ça ne marche pas, tu vois, parce que tu as besoin d'avoir un drive puissant, mais en même temps, et c'est pour ça que l'entrepreneuriat, c'est toujours une question d'équilibre, il faut que tu aies une humilité qui te permet d'écouter le marché, d'écouter, de comprendre et d'écouter les signaux faibles. Et c'est ce qui fait la différence entre l'obstination et la persévérance.
vois, le mec qui se tape la tête contre un mur et c'est débile, et celui qui finalement se dit bah, attends, je vais plutôt passer par la fenêtre, tu vois. Ah, c'est beau ça, obstination, persévérance, Bah oui. je n'avais pas ça. Bah, tu sais, en entrepreneuriat, on dit il faut jamais rien lâcher, toujours. C'est vrai. Bah, oui, mais attention, si tu t'obstines sur un truc qui marche pas, c'est pas parce que tu t'obstines à mort que ça marchera, tu vois. Et donc il faut avoir cette capacité d'écoute, de recul, et elle est essentielle d'analyser les signaux faibles, de comprendre le marché, d'écouter ce qui se passe, d'écouter ton client, d'écouter tes investisseurs si tu en as, d'écouter tes conseillers si tu en as, et d'écouter toi-même aussi. Et donc quelqu'un en face, lorsqu'il va pitcher, dès qu'on va un peu challenger, va dire ah, machin, en fait, tu vois, tu vas faire du pushback. Et il a le droit en fait de ne pas être d'accord, mais il y a une façon de le faire, et qu'on détecte quelqu'un en fait qui ne va pas écouter, bah, non seulement ça va être un enfer de bosser avec lui, mais en plus, très certainement, même si ce n'est pas définitif, il risque de se planter parce qu'il ne va pas écouter ce qu'il y a autour, et donc il ne va pas récupérer les informations essentielles pour une boucle de retour qui va lui permettre d'adapter son business. Alors là, on a bien compris, red flag, c'est être obstiné et ne pas écouter. Ouais, donc, c'est ça. Manque d'humilité, voilà, je mais évident, ouais. Je ne vais pas te poser la question inverse. C'est quoi les green flags? Donc, c'est l'écoute active. Et le fait d'être un pro. Moi, ce que j'appelle un pro. Ce que j'appelle être un pro, un professionnel, tu vois, ouais. C'est quelqu'un qui connaît son sujet, qui est capable de répondre à toutes les questions, qui est capable aussi de dire quand il ne connaît pas la réponse, tu vois, et pas faire comme un LLM, se mettre à halluciner et dire n'importe quoi, parce que ça, c'est le pire. Et quelqu'un qui sent qu'il y a une maîtrise, en fait, quelqu'un qui a tellement travaillé son sujet, parce que c'est un professionnel, qui va être capable, en fait, de répondre à toutes les questions de façon sincère et vraiment convaincante. Tu vois. Et donc, c'est un ensemble de choses, c'est pour ça que j'appelle être vraiment un pro. Et ça, c'est la différence. Tu vois, en fait, des gens, quelquefois, ils sont un peu... tu vas les amener sur certains sujets, en fait, là, tu sens qu'en fait, ils ne savent pas. Et c'est dangereux qu'ils ne savent pas. Et parfois, ils vont essayer de combler en disant des choses, et tu vois qu'ils ne savent pas et qu'en fait, ils essaient de combler. Alors ça, pareil, c'est pas possible. Alors que quelqu'un qui est pro, qui maîtrise son sujet, en fait, ça se voit tout de suite et c'est fluide. Et ça ne veut pas dire qu'il a réponse à tout. Ça veut juste dire que tu es en face de quelqu'un où là, tu as le sentiment que ouais, ça va bien se passer parce qu'il y a une maîtrise. Qui maîtrise son sujet. Alors, ça fait un peu écho à ma deuxième question. C'est quoi le plus important chez un entrepreneur en termes de hard skills? C'est-à-dire, il y a des mecs, c'est des très, très bons vendeurs. C'est des mecs, au niveau stratégie, exécution, ils sont très, très bons. D'autres, au niveau de la tech, il y en a d'autres qui sont très, très techniques, comme tu disais, sur des sujets vraiment très spécifiques. Selon toi, bien évidemment, le mieux, c'est de combiner les quatre. Mais selon toi, si tu devais vraiment sélectionner une verticale, ça serait laquelle? En hard skill? Ouais. Alors, c'est compliqué parce que ça évolue, surtout avec l'IA qui égalise un peu certaines hard skills. En fait, je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse à ça parce qu'il n'y a pas toujours un fondateur, il y a parfois des équipes. Et quand tu as un seul fondateur, tu vois, un seul entrepreneur ou un solopreneur, c'est beaucoup plus difficile. Tu vois, parce que tu sais qu'il va être seul et forcément, il y a des hard skills sur lesquels il va être à la ramasse. Tu vois, on ne peut pas demander à quelqu'un d'être très bon partout et en plus d'avoir des soft skills, parce que sans les soft skills, ça ne va pas forcément marcher non plus. Donc, c'est pour ça que l'association dans l'entrepreneuriat, elle est hyper importante, que savoir diriger, c'est savoir s'entourer. Donc, je n'ai pas de réponse en fait à cette question de savoir est-ce que c'est plus important d'être un très très bon vendeur ou très très bon tech. Parce que je dirais qu'un très bon tech sans être vendeur, ça ne sert à rien. Et puis quelqu'un qui est vendeur mais qui n'a rien à vendre, ça ne sert à rien. Tu vois. Donc, il faut vraiment avoir cet ensemble de choses. Ensuite, ce qui va être très important chez vraiment l'entrepreneur, là, on est plutôt en soft skills, mais c'est le leadership. En fait, un entrepreneur, au sens quelqu'un qui va construire une entreprise avec du monde autour, je ne parle pas forcément d'un solopreneur dans son coin, tu vois, d'un artisan, qui va vraiment entreprendre, créer quelque chose de grand, il a besoin d'être un leader. Il a besoin de trouver des personnes qui vont justement aller apporter des solutions aux lacunes qu'il va avoir, réussir à bien s'entourer. Pour bien s'entourer, il faut faire preuve de leadership pour pouvoir attirer les gens, puis ensuite réussir à faire en sorte qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes au sein d'une organisation. Et ça, ce concept de leadership, il est indispensable et il ne sera jamais remplacé par des IA. Tu vois. Donc c'est ça, en fait, cette étincelle qui va quand même faire la différence. Okay, très intéressant. Et de par ce constat-là, je vais te poser une question un peu cash. Qui est, selon toi, sans le citer, potentiellement, bon, si tu peux le citer, c'est encore mieux, mais le plus mauvais entrepreneur que tu aies jamais rencontré?
En fait, On a rencontré beaucoup. non, mais en fait, c'est pas. Ce que tu sais, c'est très difficile de dire. Parce que des fois, tu penses que cette Tu te personne. trompes aussi. Tu Mais peux te évidemment, tromper, c'est ce que bien j'allais sûr. dire. C'est que tu dis cette personne ne va pas y arriver, et puis paf, elle y arrive. Donc, il n'y a pas de Non, recette mais je dirais absolue. plutôt les signaux envoyés. Enfin, ma question sous-jacente qui se cache, c'est plutôt la personne qui t'a envoyé le plus de red flags. C'est des personnes qui sont brouillons, qui ne comprennent pas en fait ce qu'elles font, qui vont te sortir en fait des poncifs erreurs totales de l'entrepreneur, du style, écoute, je vais donner un exemple, ça c'est un méga red flag pour moi chez un entrepreneur, et souvent ils le disent ça, c'est voilà, on a fait un produit, peu importe, et on a fait X en chiffre d'affaires, Mhm. et avec 0 € de marketing. Tu vois, parce que blablabla, bouche à oreille, tout ça. Imaginez ce qu'on va faire si vous nous donnez de l'argent et qu'on fait du marketing. Et ça, ce discours, pour moi, c'est un sacré red flag. Pourquoi ? Expliquez pourquoi. Moi, ce que j'entends, c'est moi, je ne sais pas faire du marketing, j'en ai jamais fait, j'ai aucune idée de mes coûts d'acquisition, j'ai aucune idée de savoir si je suis capable de dérouler en fait un plan marketing qui va avoir du sens. Et donc, je ne vais pas te filer du pognon pour que tu ailles le dépenser là-dessus, tu vois. À minima, ce que j'attends de ta part, c'est que tu viennes en disant, bon, on n'avait pas beaucoup de moyens, ok, c'est normal, mais on a commencé à mettre en place en fait des canaux d'acquisition, on a une idée de notre coût d'acquisition, on a une idée de notre go-to-market, de comment on va faire, avec qui on va le faire, comment est-ce qu'on va construire en fait notre tunnel, notre funnel, voilà en fait les chiffres, voilà les taux de transfo. Et là, je me dis, ok, tu vois, c'est quelqu'un qui a compris, qui sait, tu vois, ou quelqu'un qui, et ça c'est plutôt les techs, tu vois, ils arrivent, ils ont fait un super produit, et ils vont me dire, voilà, on a fait ça, machin, bidule, on a fait 95% du boulot, là. C'est bon. Mais non, je dis, mec, t'as fait 1%. Là, le plus dur, c'est de le vendre maintenant. Et la vente, de toute façon, c'est ce qui fait toute la différence. Et encore plus aujourd'hui, avec le grand égalisateur qui est l'IA, ce qui va faire la différence, c'est la capacité des fondateurs et des équipes de vendre, tu vois. Parce que là, le niveau des produits va monter, ça va être un truc de malade. Par contre, ce qui va rester, c'est tout ce qui est un peu les métiers de l'empathie. Tu vois, comment tu arrives à vendre, à comprendre la personne qui est en face de toi. Alors, tu peux toujours utiliser de l'IA pour ça, bien sûr, mais ça, c'est cette étincelle qui va faire la différence. Et donc, l'humain, les soft skills vont devenir en fait encore plus importantes dans les mois et les années qui viennent. Et donc, à partir de là, comment tu mesures, quelles sont les métriques que tu vas utiliser pour mesurer le succès d'un entrepreneur, d'une entreprise? Par exemple, en trading, la mesure, elle est simple, c'est le PNL à la fin de la journée. Ouais. Tu regardes combien tu as engendré de pertes ou de gains. Après, à ça, tu couples quand même pas mal d'autres mesures, le max drawdown, la volatilité, enfin le bêta de ton portefeuille, à quel point il est risqué et combien tu as généré de gains et de pertes. En entrepreneuriat, qu'est-ce que ça serait? Est-ce que ça serait le CA, les bénéfices, la valorisation? C'est quoi le premier truc qu'on va aller chercher? Bien évidemment, je sais que c'est un ensemble de choses qu'il faut regarder, mais je dirais le signe, par exemple pour un trader, c'est vraiment le PNL. Pour un entrepreneur, qu'est-ce que c'est? Alors, ça dépend en fait des années et du contexte, parce que ce que recherche le marché, ça dépend ce que tu veux, tu vois. Parce que tu pourrais dire que d'un côté, ce qui compte, la seule chose qui compte, c'est les l'EBITDA. C'est-à-dire le profit que tu vas faire. Parce qu'en fait, le chiffre d'affaires, tu vois, si tu fais 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais que ça te coûte 200 millions, est-ce que tu es un bon entrepreneur? Je ne sais pas. Tu vois. Mais tu peux aussi dire, ce qui compte, c'est la valo. Parce que tu as besoin... Non, mais tu as besoin en fait d'avoir une grosse valo pour aller raconter une histoire, pour aller lever plein de fonds, tu vois, pour aller construire quelque chose de très gros. Tu vois. Et ça dépend des époques et de tes objectifs. Il y avait des époques où la seule chose qui compte, c'est combien tu vas lever. Tu vois. Il y a une époque, entreprendre, c'était lever des fonds. Aujourd'hui, c'est complètement mort. Entreprendre, aujourd'hui, c'est générer de l'EBITDA, parce qu'en fait, il n'y a plus que ça qui compte. Tu vois. D'accord. Donc, ça dépend quand même des époques, du contexte, de ce que tu veux faire. Et en plus, le plus dur, c'est que c'est sur des années que tu vois ça. Tu vois, tu peux pas dire, allez, je prends un mois, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'une écriture entrepreneuriale, c'est très long. Tu vas voir le résultat d'un investissement en early stage entre 7 et 15 ans. 7 et 15 ans? Mais oui. Ah oui. Tu vois. Alors, évidemment que tu as des histoires où tu investis, puis 2 ans après, une exit, mais ça, c'est 1 pour 100 000. Tu vois. D'accord. La plupart des boîtes, en fait, elles vont exécuter, elles vont mourir au bout de 2 ans. Tu vois, 80% va mourir au bout de 2 ans. Bon, c'est comme ça. Et ensuite, et c'est là le plus dur, c'est que la plupart vont vivoter pendant des années. Tu en as peut-être
Si en général, tu dis qu'il y en a 1 sur 10 qui fait x10, c'est une connerie, ça. C'est très rare, en fait, les boîtes. Il n'y a pas d'exit. Tu vois, les exits sont extrêmement rares. Donc, le x10, ça peut être quand tu as du secondaire, c'est un investisseur qui va reprendre des parts, acheter, potentiellement, tu vois, si la boîte elle crache vraiment du pognon, bon, bah, tu peux réfléchir à avoir un fonds bancaire qui va rentrer pour acheter une partie, etc. Mais surtout dans l'univers de la tech, tu as quand même très, très, très peu d'exits. Et les investisseurs investissent beaucoup dans l'univers de la tech. Tu vois, c'est rare. Je ne parle pas d'investir dans une boulangerie, un restaurant, ça c'est autre chose. Tu vois, ou les franchises, ou la reprise d'entreprise, c'est autre chose. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, il faut être extrêmement patient quand tu es entrepreneur déjà, mais aussi quand tu es investisseur. Et donc, en fait, la messe, elle est dite au bout de 20 ans, je pense. Tu vois, pour un panier d'investissement. C'est aussi long, je pensais pas que c'était aussi long. C'est hyper long. Donc là, par exemple, sur qui veut être mon associé, tu n'as pas encore de retour sur investissement Bien sûr que non. Ah ouais, okay. Là, on a fait la 6e saison, on va faire la 7e bientôt, ça fait 7 ans. Évidemment qu'il y a plein de boîtes dans lesquelles j'ai investi qui sont mortes. Donc là, tu sais que tu as perdu, tu vois, ça c'est sûr. Mais toutes celles, en fait, tout le reste, en fait, tu as une sorte de PNL virtuel. Parce que tu peux dire, bah, cette boîte actuellement, c'est pas mal. Mais il y a bien des outliers qui se démarquent, par exemple, par rapport à l'EBITDA ou des entreprises qui cartonnent. Il y a des boîtes qui cartonnent, il y a des boîtes... Mais tant que ce n'est pas vendu, souvent ces boîtes, en fait, elles font de l'EBITDA, mais elles ne distribuent pas de dividendes, elles sont trop jeunes. Enfin, tu vois, tu peux toujours avoir des exceptions, bien sûr, mais tant qu'il n'y a pas d'exit, en fait, c'est zéro, tu vois, donc c'est virtuel. Okay. Tu vois, c'est comme ma participation dans Ledger. C'est pour ça que je dis au début, c'est une fortune professionnelle. Parce que Ledger, super, mais il n'y a pas d'exit encore, tu vois. Donc là, tu ne peux pas, par exemple, vendre tes parts dans Ledger. Bah, je pourrais, mais avec un discount qui va dépendre du marché. Et, tu vois, ça peut t'impacter fortement. Ah oui, exactement, oui, tout à fait. Ok, parce que manque de liquidité, justement, sur ces liquidité, entreprises. c'est pas, si un jour Ledger fait une IPO, bah, ce sera différent, tu vois. Si un jour elle se fait racheter, ce sera différent. Mais pour le moment, et c'est la plupart des entreprises, toutes les entreprises de la tech française sont comme ça, il n'y a pas de liquidité. Tu n'as pas de secondaire, tu n'as pas de marché, tu n'as rien. D'accord. Et donc, c'est pour ça que c'est des fortunes, en fait, papier. Tu vois, c'est des fortunes papier, exactement. Tu vois, alors, attention, je ne dis pas que c'est nul, je ne suis pas en train de me plaindre. Non, mais j'entends. Tu vois, c'est... Non, mais parce que c'est vrai qu'il est bon de rappeler que lorsqu'on entend, par exemple, Challenge qui publie des classements avec de tels montants, on a vite l'impression de ne pas différencier ce qu'est la fortune professionnelle de la fortune personnelle. Ah bah oui, ou de la fortune liquide. Et notamment quand on entend, typiquement, il y avait, ça avait fait un peu débat en France, la taxe Zuckman. Ouais, bah, exactement, bah, c'était une raison pour laquelle cette taxe Zuckman, elle n'est pas applicable. Voilà. Parce que tu commences en fait à faire de la taxation sur de la plus-value latente. Et ça, c'est le début de la fin du précipice et de l'enterrement en fait, de toute fonction économique. Ok. Alors, on a parlé du potentiel plus mauvais entrepreneur et tu as été très élégant parce que tu n'as pas sorti de nom. Maintenant, plutôt mettre en avant quelqu'un avec justement une idée du meilleur entrepreneur que tu aies jamais croisé. Jean-Charles Samulian et Charles Gorintin de Alan. D'accord. Qui font une exécution parfaite. D'accord. Ouais, ils sont très, très forts. Donc, est-ce que c'est le meilleur du monde? Je ne dis pas ça, tu vois, c'est impossible de dire. Oui, bien sûr. Non, mais dans ton référentiel, tu trouves qu'ils sont très brillants. Bah, ils sont extrêmement brillants. Ils font une exécution incroyable avec une vision et une ambition extraordinaire. Donc, Alan, en fait, c'est une assurance santé, donc le mutuel pour les entreprises. Et ça fait plus de 10 ans. Ils ont fêté leurs 10 ans il n'y a pas très longtemps. Et c'est une machine d'exécution sans faille. Ils sont très, très, très bons. Donc oui, c'est des très bons entrepreneurs. Qui ont accueilli d'ailleurs récemment Kylian Mbappé. Exactement, au Capital, tout à fait. Et je pense que ça va être une des entreprises qui aura une valorisation réelle, basée sur de l'EBITDA, etc., extrêmement forte, et que ça va être un futur CAC 40, sans aucun doute, quoi. Ok. Et alors, pour parler de toi, quelle est, selon toi, ta plus belle réussite? Moi, comme ça, je dirais Ledger. Mais est-ce que tu considères que c'est Ledger ou que c'est... D'un point de vue entrepreneurial, c'est Ledger, il n'y a pas de doute. C'est Ledger. Ouais, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait CoinHouse, qui valorisait plus de 100 millions, qui est le leader en fait en France sur tout ce qui est broker, crypto. J'ai fait d'autres petites boîtes, j'ai vendu une boîte de 30 millions, donc j'ai fait quand même des belles petites réussites. Mais Ledger, c'est la plus grosse. Mais voilà, Ledger, c'est la plus grosse. C'est une des licornes françaises qui a eu un impact. C'est un leader mondial, présent dans 180 pays maintenant. Enfin, c'est la première entreprise européenne à être sponsor principal d'une équipe NBA, les Spurs.
Donc, Joli. voilà, enfin, tu vois, il y a des trucs, Ouais. en fait. Donc, tout ça, ça a été fait sous la présidence de Pascal Gauthier. Je ne m'attribue pas du tout ce succès-là, mais voilà, je suis quand même des cofondateurs et emmené la boîte à ses débuts. Donc, c'est un succès, évidemment, c'est le plus gros succès, oui. Mais j'espère faire encore un plus gros succès. Je n'ai pas dit mon dernier mot. Et on va en parler, mais juste avant, on va parler justement du 21 janvier. De l'année dernière, hein, 2025. Oui, c'est ça, le 21 janvier 2025. Oui, tout à fait. C'est ça, donc très récent. David Balland, ton associé, Dans Ledger, oui. dans Ledger, s'est fait enlever, lui et sa femme. compagne, Oui. par des voyous, Des criminels, délinquants, oui. des criminels. Oui. Dans les médias, on a vu justement que tu as géré ça avec justement le GIGN. Oui. Tu as été impliqué dans cette gestion. Qu'est-ce qui s'est passé le 21 janvier 2025 ? Toi, concrètement, quand tu as reçu ce coup de fil, où est-ce que tu étais ? Comment ça s'est passé ? Parce que c'est quand même assez lunaire, en fait, quand on voit dans les médias comment ça s'est Oui, passé. c'est un peu hors sol. Mais bon, malheureusement, c'est une réalité des plus réelles. J'étais en fait en train de donner dans mon domaine une conférence, une masterclass sur Bitcoin, justement, puisque je fais des crypto-expériences dans mon domaine. Les gens viennent et puis je leur explique ce que c'est. Enfin bref, c'est tout un truc. Et donc j'étais en plein milieu de cette expérience quand j'ai reçu un message WhatsApp, en fait, une vidéo qui montrait donc mon associé David bâillonné, attaché avec un pistolet sur la tempe, où en fait il me suppliait pour épargner sa vie d'accéder en fait aux demandes des ravisseurs, c'est-à-dire de verser 10 millions d'euros en crypto-actifs, bon peu importe. Et donc, ouais, c'est vrai que ça fait un choc, parce qu'on ne s'attend pas à recevoir ce genre de choses. Immédiatement, quand même quelques secondes un peu à comprendre ce qui se passait, à contacter mes autres associés pour voir où était David. Donc, après, on a vite compris qu'effectivement, il y avait un problème. Donc là, j'ai appelé immédiatement la gendarmerie, parce que je suis à la campagne, donc c'est la gendarmerie. Le GIGN est rapidement arrivé et... on a reçu ensuite une deuxième vidéo assez horrible, de David se faisant amputer le doigt, torture en fait, une vidéo de torture, pour mettre la pression en fait, pour indiquer qu'il ne rigolait pas. Et donc ils ont sectionné le doigt, ils ont envoyé la vidéo. Donc on est rentré en cellule de négociation avec le GIGN, où moi je faisais la négociation avec le preneur d'otages. On avait aussi reçu des vidéos ensuite de la femme de David, qui était aussi captive et menacée. Et donc, on est parti ensuite, je sais pas, pour 2 jours et demi de négociations, en fait, où le but, c'était de garder David et sa femme en vie, de répondre aux exigences des ravisseurs, et tout en donnant le temps aussi à la gendarmerie, à la police, de pouvoir les trouver. Parce qu'en fait, on n'avait absolument aucune espèce de raison de penser qu'ils allaient les laisser repartir vivants. Et donc, ça a été un moment assez éprouvant de négociation. Et au final, après plusieurs assauts à différents endroits, le GIGN a réussi à les libérer. Il y a eu une dizaine de personnes qui ont été arrêtées. Le commanditaire qui était situé à l'étranger, au Maroc, a aussi été plus tard arrêté. Au final, en fait, il y a eu une rançon qui a été versée, plusieurs millions d'euros en crypto, mais qui ensuite ont été saisis, tracés et saisis, puisqu'ils avaient utilisé des cryptos qui étaient tout à fait centralisés, pas entrer dans les détails, qui n'ont pas touché les fonds, ce qui est le principal. Ça a donc été, oui, un moment un peu compliqué et décisif, qui a aussi fait basculer un peu tout l'univers microcosme crypto en France, un peu dans l'horreur, puisque cet acte en fait d'enlèvement n'a pas été le seul. Il y en avait déjà eu avant, et il y en a eu d'autres, et ça continue, puisque cette année, il y a déjà eu, je crois, 41 affaires d'enlèvement, de séquestration, torture, dans le cadre des cryptoactifs. Mais pourquoi les cryptos en particulier, et comment en fait c'est possible d'identifier des personnes qui ont un fort patrimoine en crypto-monnaie? Comment c'est possible? Alors, il y a plusieurs raisons à cela. Il y a déjà en fait la notoriété.
on va dire. C'est un D'accord. premier point. Je pense Oui. que c'est en ce qui me concerne. Pourtant, David, c'était pas le plus visible. Hein. Il n'est C'est pas ça. sur les réseaux sociaux, etc. Mais bon, c'est tombé sur lui. Il y a ensuite toutes les fuites de données qui peuvent exister avec des informations liées à des valeurs en fait, de cryptoactifs. Et il y a plusieurs sources. Il y a eu même des fuites de données au sein du ministère public, au niveau des impôts, avec des fonctionnaires qui ont revendu à des criminels en fait, des données avec nom, adresse, détention de cryptoactifs. Il y a des entreprises crypto qui ont eu des fuites de données. Il y a eu en fait tout un tas de signaux qui arrivent. Et pourquoi la crypto en fait? Pourquoi est-ce qu'au final ils vont enlever des personnes, les torturer pour demander de la crypto? Bien parce que d'un point de vue logistique, le fait de verser la rançon est plus simple par rapport à aller mettre je sais pas, une valise dans une poubelle Oui, bien sûr. Ouais. et ensuite d'avoir la police qui va les suivre. Cependant, il existe aujourd'hui des équipes de réponse rapide qui permettent de tracer les fonds et de pouvoir les bloquer lorsqu'ils arrivent sur des plateformes. Parce qu'en fait, les criminels ne veulent pas garder les cryptoactifs parce que c'est trop traçable. Ils veulent les convertir en euros, en cash, en dollars. Et c'est à ce moment-là, en fait, où les saisies peuvent se faire. Mais en tout cas, il y a une vraie menace. Et il faut bien savoir que c'est la France, dans le monde entier, la France fait plus de 80% de toutes les affaires criminelles. Donc, ce n'est pas un Donc problème la sécurité, elle est vraiment spécifique. française. en France. Oui, Ah c'est ouais. pas un problème crypto, c'est un problème français. Il y a plusieurs raisons à ça, très rapidement. C'est qu'il y a en fait une prégnance assez forte des systèmes criminels en France. En fait, il y a une organisation criminelle très forte avec la drogue, avec tout un tas de cités qui ont des organisations criminelles assez fortes et qui sont en train de chercher de nouvelles formes de revenus. Exactement, c'est un business. Il y a aussi en France énormément de jeunes perdus pour la République qui sont prêts pour 2 000, 3 000 euros en fait, d'aller sectionner le doigt de quelqu'un, de faire des enlèvements, puisque en fait, le modus operandi de ces équipes qui sont à l'étranger, souvent en Afrique du Nord, vont trouver ces jeunes par télégramme, par WhatsApp, peu importe, leur proposer pour 2 000 balles, 3 000 balles en fait, de rejoindre des équipes d'enlèvement. Et c'est eux, les petites mains, les soldats, qui vont aller faire ces enlèvements, les foutre dans les camionnettes, les bâillonner, louer un Airbnb pour les foutre dedans, faire les vidéos, etc., etc. Et ce sont les donneurs d'ordre en fait, qui vont aller directement négocier avec les différentes victimes pour obtenir les versements. Et donc, en fait, le vrai problème, c'est qu'en France, organiser un enlèvement comme ça va coûter 20 000, 30 000 euros. Enfin, c'est pas cher du tout, parce qu'il suffit de payer les gens que dalle. Ils sont prêts pour 2 000 balles à y aller. Pourquoi ils sont prêts à y aller pour pas cher? Parce qu'en France, on a un système de justice extrêmement laxiste. Et donc, ils se disent, de toute façon... Par exemple, typiquement, les personnes qui ont enlevé ton associé David, qu'est-ce que ça a donné au niveau de la Alors, justice? le procès est en cours. Enfin, il n'y a rien à commencer, pardon. Ouais. L'instruction est en cours. Il y Pendant aura ce temps-là, ils sont en prison. Ils sont en prison, tout à fait, parce que je pense que là, il y a suffisamment d'éléments graves, alors qu'il y a eu beaucoup de demandes de remise en liberté, mais pour les garder en prison, je pense qu'il y a, avec toutes les affaires qu'il y a eu, peut-être entre 50 et 100 personnes qui sont en prison, parce qu'à chaque fois, ils se font arrêter. Hein. D'accord. Donc, parce que bon, voilà, c'est pas des professionnels, ils sont nuls, et donc ils se font arrêter. Et les donneurs d'ordre, bon, des fois ils se font arrêter, des fois non, c'est pas trop. En tout cas, ils n'en ont rien à faire. En fait, ils sont prêts à donner même à la police voilà, ça fait partie des négociations, en fait. Tu me donnes, et dans ce cas, je te livre mes gars. Okay. Voilà, donc tout ça pour dire que vraiment, les gars qui font ça, c'est vraiment... ils n'ont rien dans le crâne, malheureusement, parce qu'ils s'exposent, en fait, à des peines de prison. C'est perpétuité non compressible, parce qu'on est dans des charges extrêmement graves. Et donc, il faut espérer que la justice soit intraitable, donne vraiment des peines maximales à tout le monde, pour que, au final, le prix de l'enlèvement monte. Il y aura toujours des gens prêts à tout faire, mais au lieu de demander 2 000 balles, peut-être qu'ils vont demander 50 000. Et si un enlèvement, ça coûte 500 000 euros, plus 1 000... C'est plus la même histoire, ouais. C'est plus la même histoire. Et il n'y a que comme ça que ça fonctionne, parce que pareil, c'est un marché. Et donc, il faut réussir, en fait, à faire évoluer le marché vers un coût qui deviendrait impraticable et qui donc ferait baisser cette criminalité. Ok. Donc on sent bien que c'est quand même un fait super marquant. J'imagine que quand tu reçois cette vidéo et que tu passes des journées à négocier avec le GIGN, derrière, ta perception finalement de ta sécurité change complètement. Ton train de vie change complètement. Tu as un avant et un après. Ouais. Tu as un avant et un après, effectivement. Et donc, est-ce que cet événement, ça a été un catalyseur pour TBSO ?
Alors, non, pas vraiment, parce que c'est pas, je n'ai pas créé TBSO en réponse à ce qui s'est passé. Par contre, c'est venu renforcer la thèse de TBSO, qui est qu'il est nécessaire en fait de donner et construire les outils de la résilience et de la responsabilité individuelle. En fait, pour expliquer ce que fait TBSO... Ouais, voilà. Qu'est-ce que voilà. TBSO? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué. Exactement. Donc TBSO, c'est une société, mais qu'est-ce qu'elle fait? C'est quoi le but de TBSO? La raison d'être de TBSO, en fait, c'est de faire le constat qu'on est dans un monde qui est de plus en plus compliqué, avec des incertitudes, soit des incertitudes sociales, des incertitudes financières, monétaires, économiques. Enfin, le monde va être de plus en plus compliqué. Donc voilà, c'est un constat un peu général que je pense personne ne va challenger. Et pour répondre à ça, on a besoin d'apporter des outils pour créer de la résilience. Moi, je fais le pari que le terme résilience, qui est la capacité de pouvoir en fait se reconstruire après un traumatisme ou une difficulté, que la résilience va être le mot-clé des années qui vont arriver. Pourquoi? Parce que je pense que ça va être de plus en plus compliqué. Les retraites vont disparaître, le marché du travail va être complètement changé avec l'IA, les environnements économiques, macroéconomiques vont se détériorer, la dette continue d'être insoutenable et on ne sait pas exactement ce qui va se passer. Et donc, on a besoin de prendre en fait son destin en main, on a besoin de prendre son argent en main, son épargne en main, sa carrière professionnelle en main, donc de faire preuve de responsabilité individuelle. Et donc TBSO s'inscrit dans ce constat et vient fournir des solutions pour permettre aux individus, aux entreprises, de pouvoir être plus résilientes. Est-ce que quelque part, on peut dire que, je vais employer un terme de salle de marché, mais est-ce qu'on peut dire que tu es short du système dans lequel on est finalement? Évidemment, mais ça je le suis depuis longtemps. Ma position longue sur le Bitcoin est basée sur la thèse que je suis short sur le système. Du système. Et donc toi tu crées TBSO en réponse à cette position short finalement. Exactement, parce que je considère qu'il est important que les gens comprennent que le système n'est pas si solide que ça et qu'ils doivent arrêter d'être naïfs en fait, et qu'ils doivent comprendre que toutes les solutions vont venir d'eux-mêmes et pas du système. Donc, pour prendre des exemples concrets, il y a 3 piliers, en fait, il y a 3 actions. En fait. La première, c'est la notion de comprendre. Alors, on mène une mission qui a pour objectif de mener un peu la bataille culturelle, pour le mettre sur une ombrelle un peu large, qui va être de faire de l'éducation financière, de l'éducation économique, de donner les clés en fait, aux citoyens, d'un point de vue général, de pouvoir comprendre les enjeux du monde. Aujourd'hui, en France, et on l'a bien vu pendant la discussion sur la taxe Zuckman ou sur la discussion sur le PLF 2026, les gens ne comprennent pas vraiment l'économie, n'ont pas les outils pour prendre les bonnes décisions. On a une vision de l'économie qui est un gâteau fixe, ou s'il y en a qui s'enrichissent, c'est parce qu'il prend à l'autre, etc. Donc tout ça, il faut expliquer, il faut pousser un peu des idées libérales, que les gens comprennent en fait que finalement, on doit regarder ce qui se passe, on doit avoir la compréhension et la réalisation que le système, il n'est pas si solide que ça, il peut s'effriter. Et qu'on ne doit pas dépendre de système de façon aveugle. Ça veut dire que, est-ce que les retraites seront là dans le futur? Pas sûr du tout. Est-ce que le système social va continuer? Pas sûr du tout. Et donc, il faut se préparer. Ça veut dire quoi, se préparer? Ça veut dire 2 choses. Ça veut dire, 1, prendre son argent en main, commencer à créer une épargne. Parce qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont rien, qui ont du livret A, qui ont vraiment des trucs hyper basiques. Et donc, il faut faire d'éducation financière et expliquer aussi les actifs alternatifs. Qu'est-ce qui ne dépend pas du système pour créer de la résilience, pour créer de la souveraineté financière? Et donc, qu'est-ce que le Bitcoin? La masterclass que j'ai fait sur le Bitcoin en fait partie. Qu'est-ce qu'un actif alternatif? Quelle est l'importance de diversifier par rapport au système, de ne pas être que sur la France, en euros, dépendant d'un même environnement, de pouvoir en fait être plus résilient, d'avoir en fait la possibilité d'avoir ces fonds dans d'autres, par exemple, d'autres juridictions, etc. Et donc, on donne les outils, on explique comment faire. Et d'un point de vue donc très concret, ça se traduit avec des outils et des services qui vont dans cette direction. Ensuite, sur la partie aussi résilience, plus opérationnelle, professionnelle, pour pouvoir créer de la valeur, on a besoin, par exemple, de devenir entrepreneur. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, depuis une évolution du marché du travail avec l'IA, avec plein de choses qui font qu'il y a de plus en plus de personnes qui vont aller
vers le freelancing, vers le soloprenariat ou encore l'entrepreneuriat. Et donc, on a besoin d'apporter des solutions, d'expliquer comment ça fonctionne, de pouvoir aider les entrepreneurs à devenir entrepreneurs, d'aider les gens à devenir entrepreneurs ou devenir de meilleurs entrepreneurs. Donc ça, c'est vraiment ces produits et services. Et maintenant, concrètement, quels sont ces produits et ces services? Au niveau entrepreneuriat, on a développé ce qu'on appelle le Scale Club. Donc, c'est un business model avec un abonnement annuel, d'accord, où les entrepreneurs souscrivent au service. Et c'est un peu comme un Netflix de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que tous les jours, il y a des lives, des visios, avec une quarantaine d'experts que nous avons sur une vingtaine de thématiques où ils peuvent arriver, écouter des masterclass, poser des questions à un spécialiste du recrutement, un spécialiste de la monétisation, un spécialiste du personal branding, avoir des réponses à leurs problématiques, pouvoir aller se faire challenger et donc avoir des réponses opérationnelles assez précises pour améliorer leur business et les aider en fait à scaler, d'où le nom Scale Club, c'est-à-dire accélérer leur business. Accélérer leur croissance. Accélérer leur croissance, okay. Exactement. Donc ça, c'est un produit qu'on a lancé l'année dernière. Aujourd'hui, donc on l'a lancé en décembre. Et juste sur un mois, on a eu un peu plus de 700 personnes qui ont souscrit et on a fait 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires et donc 2,3 millions qui vont être reconnus sur cette année. Sur 2025 sur 2026. Ok, sur 2026, d'accord. Voilà, okay. En fait, on a ouvert en décembre 2025. Et le temps d'inscription, etc. Voilà, exactement. Okay. Donc, c'est assez récent. On va développer aussi, et là, c'est le cœur en fait, de la technologie qu'on est en train de mettre en place, des solutions d'IA agentique pour aider les entrepreneurs. Et donc, là, c'est plutôt les petits, enfin les small business, c'est-à-dire les TPE, les PME, à pouvoir utiliser, implémenter l'IA dans leur business. Parce qu'aujourd'hui, ne pas utiliser l'IA, en fait, c'est quasiment être condamné. Et tu as pas loin de 2 millions en fait, d'entreprises, artisans, petites boîtes qui aujourd'hui en fait, savent qu'ils doivent faire ça, mais qui sont un peu perdus. Et donc, notre objectif, c'est aussi d'apporter les bons outils d'IA agentique pour vraiment faciliter tout ça. D'accord. Et qui va aider l'entrepreneur à pouvoir gérer son entreprise grâce aux outils IA et vraiment les aider à être beaucoup plus performants. D'accord. Okay. Donc ça, c'est un exemple. Voilà. Ensuite, sur la partie investissement, parce que c'est le deuxième pilier qui est de pouvoir... en fait, une fois qu'on a créé sa valeur, c'est pour la protéger, comme on fait pour protéger son épargne. On a développé une entreprise qui s'appelle Invest, NVST, qui propose en fait de l'éducation financière et de pouvoir expliquer à nos membres tous les actifs alternatifs et ensuite faire des propositions d'investissement dans plein de choses. De pouvoir investir par exemple dans les catalogues musicaux, de pouvoir investir dans l'or physique, pouvoir investir dans les cryptoactifs, dans le private equity, dans tout ce qui est pré-IPO. Donc à chaque fois, on fournit des dossiers complets qui expliquent les actifs, les risques, comment ça marche. Et on propose aussi ce qu'on appelle des drops, c'est-à-dire des opportunités d'investissement qu'on a sélectionnées et qu'on propose juste à nos membres, sur lesquels on ne prend aucun frais, et qui ont même en fait des frais négociés, puisque comme on va apporter du business à ces entreprises, forcément, on leur demande de baisser les frais. Donc là, pareil, c'est un abonnement annuel. Et ça, c'est une entreprise qu'on avait créée avant TBSO et qu'on va racheter pour la mettre dans TBSO. Et donc, notre objectif au sein de TBSO, c'est vraiment de développer des outils, des services qui vont aider les individus à développer leur épargne, développer leur capacité d'entreprendre. Et au sein de Invest, on va développer une app, une fintech, qui va permettre en un clic de pouvoir investir dans des actifs alternatifs. Avec là, évidemment... toutes les autorisations nécessaires, les agréments, parce qu'on a besoin de créer des barrières à l'entrée. L'impact de l'IA, il est absolument gigantesque. Il est en train de détruire tous les SaaS, par exemple. Ouais. Et donc, pour résister à ça, en fait, on a besoin de mettre des barrières à l'entrée, d'avoir des choses que les IA ne peuvent pas faire. Et là, pour le coup, la régulation, le fait de pouvoir proposer... l'investissement avec tout l'outillage réglementaire nécessaire permet de créer en fait cette barrière à l'entrée qui nous permet d'avoir des revenus qui résisteront à l'ère de l'IA. Alors Eric, tu nous as expliqué en long en travers le modèle de TBSO. Merci. Moi, je vais revenir sur quelques points sur lesquels je m'interroge. Typiquement, je comprends donc que TBSO a une volonté de faire comprendre l'environnement dans lequel nous vivons, par rapport justement au challenge que l'on va rencontrer. Donc ça, c'est l'une des premières missions. Oui.
Qui dit mission, dit monétisation. Concrètement, comment TBSO monétise cette première mission de faire comprendre ce qui nous entoure? C'est-à-dire, ça, c'est une mission, est-ce que c'est bénévolement, on va, comme un produit d'appel? Alors, tu as raison, ce sont ce qu'on appelle des médias. Et donc tout ça, c'est un investissement qui permet de récupérer une audience, et cette audience est ensuite monétisée dans les différents services que nous avons. Et donc, dans les différents services que vous avez, de ce que je comprends, vous avez le Scale Club, oui, qui est le club des entrepreneurs. Exactement. Donc un club dans lequel vous allez coacher ou en tout cas apporter du soutien, apporter de la valeur, oui, tout à fait, exactement, aux entrepreneurs pour les aider dans leur croissance. Oui. Donc ça, c'est le Scale Club. Ensuite, il y a à peu près la même chose, Invest mais pour Club, le voilà. Invest Club. Donc ça, c'est investir. Alors, quand tu as dit ça, moi, il y a quelque chose qui m'a interpellé, mais pas trop finalement, puisque ça suit un peu la continuité et ta vision. C'est qu'en fait, les investissements traditionnels, typiquement acheter un ETF sur la S&P 500, ça ne sera pas proposé, ça, dans le Invest Club. C'est expliqué, parce que c'est important d'expliquer toutes les classes d'actifs. Okay. Et ça ne veut pas dire qu'on ne le fera jamais, mais en tout cas, ce n'est pas l'âme de ce que l'on propose. Okay. On est vraiment sur des actifs alternatifs, résilients et souverains. C'est-à-dire qu'on aime bien les actifs que tu peux posséder toi-même. Par exemple, avoir de l'or que tu vas mettre sur des ports francs suisses, par exemple. Tu vois ? D'accord, donc c'est du tangible. C'est du tangible, c'est quelque chose avec le minimum de tiers entre toi et l'actif pour que quoi qu'il arrive, même s'il y a un retournement, tu puisses quand même récupérer cet actif et pouvoir le posséder et l'utiliser. Ok, très bien. Donc, on a le Scale Club, le Invest Club, et donc la troisième thématique, le troisième produit qui arrive, c'est les agents IA. Oui. Pour tout ce qui est PME, petite moyenne entreprise. Oui. Et donc là, l'idée, c'est d'aller, entre guillemets, concurrencer toutes les entreprises qui proposent la transition IA. Ou pas vraiment. Comment ça se passe? En fait... Par exemple, moi, faisons un cas concret pour que je comprenne. Tu as ta boîte, tu es entrepreneur. Voilà, imaginons, moi, j'ai ma boîte, ce qui est le cas, j'ai ma boîte de formation où je vais aider les étudiants à entrer en finance de marché. Okay. Ça s'appelle Derivatives. Ouais. Bon, on n'utilise pas beaucoup l'IA en ce moment. Je me dis que ça devrait être le cas. Je vois justement le produit de TBSO qui dit que si vous êtes dans cette catégorie-là, vous pouvez être intéressé. Concrètement, comment ça se passe? Alors, en gros, aujourd'hui, tu as deux choix. Soit, en fait, tu comprends bien les choses, ça t'intéresse et tu vas aller installer Claude Cowork, utiliser ChatGPT, etc. Et donc, tu vas gérer les trucs toi-même. Mais il y a beaucoup en fait, d'entrepreneurs qui ne savent pas par où commencer, même si tu leur installes ce truc, ils ne savent même pas quoi demander en fait, à ChatGPT. D'accord ? Et donc, nous, on est plutôt dans cette catégorie. Parce que les gens qui savent déjà le faire eux-mêmes, on ne va pas leur dire arrêtez de le faire vous-même. D'accord. Donc là, c'est très concrètement, le produit, l'idée du produit, déjà, c'est de faire le constat que dans le futur, en fait, on va arriver sur ce qu'on appelle des systèmes d'exploitation agentiques. Aujourd'hui, quand tu travailles dans ta boîte, tu utilises Gmail, tu utilises Notion, tu utilises Monday, tu utilises Drive, Slack, et tu passes d'un interface à l'autre, etc. Dans le futur, on pense que cette interface, elle va changer et que la seule chose à laquelle tu vas parler, ça va être ton cockpit agentique. Tu vas dire, j'ai besoin de faire ça, et ce sont les agents qui vont aller les faire, qui vont se connecter à tes outils. Avec Stripe, avec Notion, avec Gmail, avec Drive, avec ton CRM, HubSpot, et ensuite qui va aller chercher les informations, les mettre en place, etc. Et là, le vrai challenge, pour que ça fonctionne, c'est que tu as besoin de créer ce qu'on appelle une mémoire d'entreprise. Ce que toi, tu fais, quand tu installes le produit, tu le mets, tu connectes tous tes Gmail, tous tes outils, en fait, qui sont disponibles, et là, il va y avoir la construction de la mémoire de ton entreprise avec tous les projets, tous tes enjeux, tout ce que tu dois faire, tes priorités, etc., qui va permettre aux agents ensuite de pouvoir fonctionner. Et après, tu as une couche d'orchestration où c'est l'agent qui va te proposer quoi faire. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas à réfléchir. Enfin, là, c'est le but. Bien sûr. Ouais. On est en développement et c'est un objectif qu'on essaye d'atteindre parce que ça ne va pas être simple. Mais la vision, c'est ça, c'est que en fait, ça va détecter ce qui se passe et te dire, j'ai repéré que tes étudiants, dans ton CRM, tu as des étudiants, mais tu ne les as pas relancés. Voilà ce qu'il faut faire. Là, je vois que tu n'as pas assez de leads, donc voilà ce qu'il faut faire. Là, je vois qu'en cours, tu avais tel truc, mais tu ne l'as pas géré. Tiens, je te propose d'écrire cet email. Et donc, ça va en fait être un outil de soutien directement pour le développement de ton entreprise. Et ça transforme l'approche initiale qui est, qu'est-ce que je vais automatiser ? Par quoi je commence, comment ça marche, tu dis, tiens, et donc de réfléchir toi-même à quelles sont les problématiques que tu pourrais automatiser avec l'IA, c'est l'IA
qui regarde, qui fait un audit complet, qui comprend ton entreprise parce qu'elle l'a ingérée, et elle met à jour au fur et à mesure, tu vois, qui possède quoi, les décisions invalidées, etc. Un mapping complet et complexe de l'entreprise, et va être capable en fait d'être proactif et ensuite d'orchestrer un certain nombre de choses pour pouvoir te faciliter la vie. Donc ça ne vient pas remplacer le reste. Tu auras toujours besoin de Gmail, toujours besoin de Notion, toujours besoin de HubSpot, mais ça vient remplacer en fait l'interface pour mettre une couche d'intelligence entre toi, dirigeant, et ces différents outils. Et ces outils, en fait, il t'apportera un cockpit avec, tu vois ce qui se passe, les problématiques, et donc tu n'as plus besoin d'aller naviguer d'un endroit à l'autre, de récupérer, et tout ça, bien sûr, en équipe. Le but, c'est que ça fonctionne. Donc c'est ça la vision de ce qu'on essaye de faire. Alors, merci Eric, parce que j'ai très bien compris ce dont tu voulais parler sur les agents IA. Je pense qu'il y a un vrai besoin pour les petites et moyennes entreprises, et même potentiellement les plus grosses. Mais tu as aussi évoqué une fintech. Ouais. Donc ça, c'est, je dirais, la deuxième verticale dans l'IA, ou en tout cas dans ce que vous voulez développer en termes d'application. Concrètement, ces fintech, on en voit énormément en ce moment, d'entreprises qui proposent de simplifier l'investissement. Concrètement, qu'est-ce que tu vas amener de différent ? Alors, on est vraiment sur la verticale investissement, effectivement. Là, c'est plus entrepreneurial, c'est investissement. Et nous, notre credo sont les actifs alternatifs et souverains. Et donc, pour faire simple, ce qu'on essaye de développer, c'est un peu comme un trade republic, hein, pour citer que lui, mais pour les actifs alternatifs. C'est-à-dire que tu pourras acheter dans le futur, hein, c'est l'objectif qu'on essaie de mettre en place, de l'or métal, investir dans des catalogues musicaux, par exemple, pourquoi pas dans des cartes Pokémon, si tu veux, dans des actifs de collection, d'aller chercher aussi de la pré-IPO, un peu plus classique, mais quand même, ce n'est pas vraiment accessible souvent au grand public. Évidemment, ça peut être crypto, de pouvoir placer en fait, son argent sur des stablecoins et avoir du rendement en stablecoin. Donc, il y a plein d'éléments comme ça qui aujourd'hui ne sont pas vraiment traités par les applications fintech classiques. Pourquoi est-ce qu'elles ne le font pas ? Tout simplement parce que ça nécessite plein d'agréments différents. Donc ça coûte très cher, c'est très compliqué, il y a une grosse barrière à l'entrée. Et donc c'est ce sujet-là qu'on va aller adresser avec TBSO. Et c'est ce qui permet aussi la non-reproductibilité du business, puisque comme tu le disais, aujourd'hui à l'ère de l'IA, les SaaS peuvent facilement être... Exactement, on a besoin d'avoir des business résilients, hein, c'est le mot-clé, donc on essaie d'être résilient nous-mêmes, et le fait d'avoir la nécessité d'obtenir nombreux agréments en fait partie. Alors, on a très bien compris ce qu'était le business model, maintenant on va parler d'ambition, et tu as fait un choix, c'est de passer par la bourse. En ce moment, on est en pleine levée de fonds pour TBSO, donc ma première question c'est pourquoi ce choix-là ? Donc toi qui avais avant jamais fait justement une telle aventure, pourquoi aujourd'hui tu dis je vais lever des fonds via la bourse ? Alors TBSO effectivement coté sur Euronext Paris sous le ticker TBSO. Pour la petite histoire, c'est une entreprise qu'on a rachetée par une OPA simplifiée l'année dernière. C'est une entreprise qui a plus de 100 ans, elle est née en 1913, elle a toute une histoire, elle est née en Indochine, et après elle a eu toute une vie, et donc on l'a rachetée. C'était une coquille vide qui existait depuis une dizaine d'années sans activité, qu'on a récupérée, on a changé le nom, et puis on lui a réinsufflé en fait une nouvelle vie, et donc c'est pour ça qu'on est déjà coté, et on est en train de faire une levée de fonds de 8 millions d'euros en ce moment. Alors pourquoi ce choix ? C'est que déjà, j'avais jamais fait d'aventure boursière. J'ai fait pas mal de trucs, mais ça, je l'avais pas fait. Moi, j'aime bien aller chercher des choses nouvelles. Et surtout, dans la vision de TBSO, qui est de rendre les personnes plus résilientes et donc plus souveraines, eh bien, c'était aussi donner la possibilité à ceux qui nous suivent, qui croient à ce que l'on fait, de pouvoir devenir actionnaires. Moi, j'ai levé des fonds avant pas mal de fois avec des investisseurs professionnels, des fonds, etc. Donc, on va continuer à le faire. Mais on veut aussi ouvrir au public, c'est l'objectif de la bourse, la possibilité de devenir actionnaire chez TBSO. Et il me semble que toi-même, tu participes à cette levée de fonds, c'est évidemment, c'est important de montrer en fait, aux investisseurs que j'ai aussi skin in the game. Et donc, je vais mettre entre 4 et 6 millions d'euros sur les 8 millions d'euros pendant le tour. C'est-à-dire 4 millions d'euros minimum, quoi qu'il arrive. Et ensuite, en fonction de la demande, j'irai jusqu'à mettre 6 millions d'euros. Moi, je crois beaucoup à ce projet. Je l'ai qualifié comme étant le projet le plus important de ma vie.
Et j'ai évidemment de grosses ambitions dessus. Après avoir fait CoinHouse qui vaut 100 millions, Ledger qui vaut 1 milliard, j'en attends pas moins de TBSO. Je vais y mettre toute mon énergie. Et donc pour le moment, là on commence, on lève 8 millions d'euros. Et donc pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent aller sur le site euronext.tbso.com pour avoir toutes les informations. Et donc pour donner quelques chiffres, en 2025, c'est la première année où on a commencé, on a fait juste en décembre, donc on a fait 100 000 euros de chiffre d'affaires, donc voilà, ce n'est pas vraiment une année référente. Cette année, en 2026, on prévoit de faire plus de 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, en étant plus ou moins à l'équilibre, parce qu'on va faire pas mal d'investissements. Et à l'horizon 2028, on prévoit de faire plus de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, avec une marge opérationnelle d'environ 20%. D'accord. C'est la première fois que j'entends en fait une telle entreprise et ce que je trouve assez original, c'est qu'en fait tout est basé sur un seul mot, c'est donc la résilience. Oui. Tout tourne autour de ça. Est-ce que tu ne penses pas que au niveau de la monétisation, que ce soit les clubs, que ce soit les agents IA et que ce soit la fintech, c'est quelque chose de très nouveau? En tout cas, aucune entreprise aujourd'hui cotée ne fait ça, si je me trompe. Est-ce que c'est aussi le défi d'imposer une espèce de vision, une espèce d'un nouveau business model? C'est-à-dire que souvent, en fait, on a l'impression, et puisque j'y suis aussi dans le milieu de la formation, que c'est un business qui reste souvent considéré comme un side business, comme une activité que l'on fait en parallèle de sa vraie activité. Et donc là, en fait, voir justement l'aboutissement de ce club de formation financière, de formation d'entrepreneuriat, aller en bourse, ça dépasse aussi le cadre seulement du business. Ça envoie aussi un message. Est-ce que c'est quelque chose de recherché ou... L'objectif, c'est de montrer que ces approches en fait, ont du sens et s'inscrivent dans une vision à long terme. Parce que le fait aussi d'aller en bourse, d'aller voir le marché, d'aller expliquer quelque chose, c'est aussi s'engager sur la construction d'une vision long terme. Parce que de toute façon, qui dit résilience, dit souveraineté, ça ne va pas se créer en quelques mois. On a des ambitions très fortes à tous les niveaux. C'est une écriture qui va être longue. Donc, en fait, ce qu'on envoie comme message, c'est qu'on est très sérieux sur nos ambitions et sur nos objectifs. Parce que le fait d'être une entreprise privée ne veut pas dire qu'on n'est pas sérieux. Mais là, en fait, on n'a pas le choix. En fait, on explique quelque chose de très clair et on veut donner une vraie légitimité à notre message. Et le fait d'être en bourse renforce vraiment cette approche de la résilience. Et il y en a qui doivent se demander, mais TBSO, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un nom un peu étrange. En fait, tout ce que je viens de dire, cette résilience, le fait de retourner à la souveraineté, etc., trouve son inspiration en fait, dans quelque chose qui est très important pour moi, qui est le Bitcoin. Résilience, souveraineté, responsabilité individuelle, souveraineté financière, ce sont les valeurs, liberté, ce sont les valeurs du Bitcoin. Et TBSO, ça veut dire The Bitcoin Society. Et c'est donc cette inspiration qu'on a voulu mettre dans TBSO, de construire cette vision basée sur les valeurs du Bitcoin. Donc ça reboucle complètement mon histoire et ma conviction sur ces sujets. Alors concrètement, on a parlé de beaucoup de choses dans le TBSO. J'ai bien compris le business model, j'ai bien compris les ambitions de TBSO. En revanche, on n'a pas parlé du Bitcoin et on a le nom TBSO qui veut dire The Bitcoin Society. Concrètement, il se situe où le Bitcoin dans TBSO? Il se situe dans les valeurs et dans l'inspiration. Ça, c'est la première chose qui est revendiquée. Ça, j'ai bien compris. Voilà, ça c'est clair. Ensuite, là où est-ce qu'il va se situer, c'est que tout simplement, comme beaucoup d'autres entreprises, on ne s'interdit pas d'investir en fait nos excédents de trésorerie dans le Bitcoin pour rendre aussi notre trésorerie d'entreprise plus résiliente. Donc ça fait partie aussi des choix que l'on pourra faire. D'accord. Donc la trésorerie d'entreprise peut être investie sur du Bitcoin. Et là, pour le coup, ça ne présente pas... comme on en a parlé au début, un espèce de danger selon les fluctuations du Bitcoin? Est-ce que c'est une petite partie de la trésorerie? Alors, c'est évidemment une partie, petite ou pas, j'en sais rien, mais d'excédent de trésorerie. D'excédent de trésorerie, ok. C'est ce que j'ai dit tout à fait, d'excédent de trésorerie pour un investissement long terme. Pour rendre la trésorerie de l'entreprise aussi, de la même façon, résiliente. Il ne s'agit pas de spéculer, pas du tout. Non, il s'agit simplement d'investir de manière responsable tout excédent de trésorerie, au même titre qu'on le ferait sur
des OPCVM, des ETF. La gestion de trésorerie se fait dans toutes les entreprises, cotées ou non. Et nous, on fera évidemment le choix de pouvoir investir en Bitcoin parce que nous estimons que c'est aussi un renforcement de notre trésorerie à long terme. D'accord. Et dans cette aventure, tu t'es entouré, j'imagine, de personnes ou est-ce que... Oui, on est 3 cofondateurs. Donc il y a moi, donc Eric. Il y a Nathan Pissarro, qui est un de mes associés, qui provient de l'univers de la crypto, ancien banquier d'affaires, qui nous aide un peu à structurer toute la partie fintech. Et puis il y a un 3e associé qui est un peu connu du grand public, qui est Tony Parker, le sportif, un grand basketteur, multiple champion NBA et légende de ce sport, qui nous a rejoints, qui est aussi cofondateur et qui en fait contribue par son réseau à nous aider notamment au développement international. Puisque là, on a vraiment parlé franco-français, etc. Mais évidemment que notre ambition est de dépasser la France et de pouvoir développer la même vision dans d'autres pays. D'accord, donc l'ambition de TBSO, puisqu'on en a parlé, c'était en 2028, le spectre que tu avais donné, c'était uniquement français. Alors, c'est un indicateur général, ouais. Parce qu'aujourd'hui, il est encore trop tôt pour faire des spéculations plus précises sur ce que l'on veut faire, mais d'un point de vue financier. Mais en tout cas, on a pour ambition et objectif de pouvoir dépasser le cadre de la France. Peut-être pas en 2026, en tout cas, parce que là, on doit d'abord écrire nos fondations. On a une vision à minima européenne sur notre développement et pourquoi pas les États-Unis, puisque notamment au niveau du développement agentique, il n'y a pas de frontière en fait à ce qu'on est en train de mettre en place. D'accord. D'où le rôle justement de Tony Parker. Oui, qui peut nous aider là-dessus, tout à fait. Dans le réseau. Alors merci Eric, c'était très complet. Maintenant, en tant qu'investisseur particulier, si je suis convaincu du projet et que je veux en tout cas participer à l'aventure de TBSO, comment je fais concrètement? Est-ce que je me rends sur donc le lien qu'on mettra, euronext.tbso.com? Oui, pour avoir toutes les informations. Ça, c'est pour en savoir plus. Ouais. Et concrètement, pour acheter une action pour souscrire en fait à cette levée de fonds, il suffit de demander à son banquier classique, ou alors si vous avez un broker en ligne, vous pouvez passer par eux. Et de toute façon, tout est expliqué sur le site. Alors, dernière question, Eric, pour toi. Quel conseil tu donnerais aujourd'hui à quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat? Quelles erreurs tu lui conseillerais de ne pas faire? Mais surtout, quelle ligne directrice? Surtout qu'aujourd'hui, comme tu le disais, avec tous les challenges qui l'attendent, d'autant plus avec l'IA, qui menace énormément le salariat, comme tu le disais, de plus en plus, la question de l'entrepreneuriat et du freelancing, de la liberté va s'imposer à nous. Concrètement, c'est quoi le meilleur conseil que tu puisses donner? Alors, il y a 6 mois, j'aurais répondu que le meilleur conseil, c'est d'aller dans l'action, de faire, de ne pas se poser de questions, d'avancer, etc. Puisque c'est souvent ce qui bloque les entrepreneurs. Alors, ce conseil, il reste tout à fait valable. Mais là, je vais même en fait remonter d'un cran pour le conseil qui devient encore plus important aujourd'hui à l'heure de l'IA, où les IA permettent de passer à l'action plus facilement. Ce qu'il faut avoir et ce qui aura une vraie valeur en fait dans le futur, c'est l'envie. C'est l'envie de se lever le matin, l'étincelle qui va faire que tu auras ton idée, ton projet, de ne pas aller dans l'entrepreneuriat, pour aller dans l'entrepreneuriat, de dire il faut que je fasse un truc parce qu'il faut que je fasse un truc. Ce qui va compter, ce qui fera la différence, c'est ceux qui ont envie. Dans une époque où toutes les IA vont tout faire, où il y aura des robots, où on sera dans une société qui aujourd'hui, je n'arrive pas forcément à déterminer, ce qui fera la différence et ce qui permettra, je pense, à l'homme avec un grand H de survivre, c'est cette envie de construire, cette envie de créer, cette petite flamme interne. Et donc c'est ça, en fait, je pense qu'il faut cultiver. Merci Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Je te souhaite toute la réussite pour ce nouveau projet. Merci beaucoup. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode de Solide.